Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Mondial de l'Auto, édition 2022 à Paris. Je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous accueillir à cette table ronde organisée par Capgemini et le groupe Capgemini en général. La première de cette semaine, le thème de cette table ronde aujourd'hui, c'est autour de la nouvelle économie circulaire, conte de fées ou réalité industrielle. Je m'appelle Clément Chenu, je suis expert économie circulaire pour Capgemini et je suis responsable de l'offre qui porte le même nom par ailleurs pour le groupe. Et pour cette table ronde, j'aurai la chance d'être accompagné par Franck Lefebvre, VP Business Strategy chez Lormoto. Bonjour. Et Vincent Carré, directeur des services de mobilité chez Crédit Agricole Consumer Finance. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Alors pourquoi Lormoto? Pourquoi Crédit Agricole? Parce que Lormoto, et ceux qui ont la chance d'être au mondial peuvent se balader et aller voir ces véhicules, c'est un constructeur automobile d'un nouveau genre, puisqu'il participe activement à la transformation de la mobilité en produisant des voitures électriques 70% plus économes en matière sur des bases de Twingo 1. Donc on vous invite à aller les regarder, à les suivre. Et puis Vincent Carré, puisque le Crédit Agricole a une ambition forte pour financer les acteurs de la filière automobile et avec une ambition d'être le leader de la mobilité verte pour l'Europe. Avant de nous plonger effectivement sur les aspects de mise en œuvre sur l'économie circulaire, on va parcourir quelques chiffres clés, quelques dimensions d'introduction sur ce que c'est que l'économie circulaire et la durabilité dans le secteur de l'auto. Donc tout d'abord, il est aujourd'hui évident que la prise de conscience autour des enjeux climatiques, l'application d'un cadre réglementaire toujours plus strict, on le sait, à partir de 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques sur les routes européennes. Et aussi la pression des parties prenantes, tout écosystème confondu, font que l'automotive entre dans une nouvelle ère. Et ça se traduit souvent par deux objectifs qui sont les ambitions net zéro dans les chaînes de production et puis aussi l'électrification. Cependant, si on se pose ces questions-là, on regarde la décarbonation, on regarde l'impact sur les véhicules en tant que tels, et puis on se dit que si on prend juste l'électrification, ça va peut-être pas suffire. Et cela à cause des grands défis de la ressource que je vais vous présenter quand même brièvement, puisqu'il y a 4 grands défis, 4 grands enjeux que les industriels de l'automobile doivent affronter. Donc le premier qui est sans nul doute l'enjeu de la rareté des matériaux. Parce que aujourd'hui, la production de batteries va avoir un impact non négligeable sur les manières de faire. On parle d'une explosion de la consommation de par 42 pour le lithium, de par 21 en termes de volume pour le cobalt et 19 pour le nickel. Et cela s'ensuit aussi du fait qu'on soit limité en ressources, mais aussi une inflation au niveau des prix due aux difficultés d'approvisionnement. On parle d'une augmentation jusqu'à x7 sur la dernière année pour le lithium en prix courant et en termes de volume pareil, x2 pour le cobalt. Le deuxième enjeu, et je pense que la pluralité des acteurs du mondial nous le rappelle, il est géopolitique. Aujourd'hui, la plupart des batteries et des processus de transformation sont gérés depuis la Chine. La Chine qui produit aujourd'hui 75% des batteries des véhicules électriques. Et puis cette concurrence des usages qui fait que le lithium, le cobalt, le nickel sont aussi utilisés par des acteurs d'autres industries qui viennent donc rendre la tâche encore plus difficile pour les acteurs de l'automobile pour créer cette nouvelle valeur autour de l'électrification des véhicules. Troisième enjeu, il est physique et technologique, puisque l'utilisation de ces batteries au travers de ces nouveaux matériaux implique qu'il va falloir s'approvisionner de nouvelles matières qui ne sont pas forcément substituables et qui deviennent de plus en plus recyclables. Donc il y a effectivement un levier, une échelle qu'il va falloir atteindre assez rapidement du fait de la dépendance que nous avons. Et dernier enjeu, il est social et environnemental. Nous le savons effectivement dans l'extraction minière qui a des grands enjeux vis-à-vis des populations locales qui s'occupent notamment de l'extraction au niveau du cobalt dans les pays, notamment je pense au Congo. Et puis environnemental puisqu'on a fait basculer la production, le volume de CO2 émis dans la chaîne de valeur. On l'a fait basculer de 20 à 60% vers la production. C'est-à-dire que la capacité à extraire, traiter les matières et produire les véhicules devient beaucoup plus émettive qu'elle ne l'a été auparavant. D'où la nécessité de prolonger la durée de vie de ces véhicules. Et c'est pourquoi on arrive au débat d'aujourd'hui sur l'économie circulaire, un focus très fort sur les matières et qui, au travers donc, de nouveaux business models basés autour des services et de la revalorisation des véhicules, offre un océan d'opportunités pour la durabilité. Dernier point sur les parutions de Capgemini, on a fait sortir un rapport d'étude avec le Capgemini Research Institute, CRI,
Donc, je vous invite à le lire sur la sustainability in automotive. Et le constat est clair. 73% aujourd'hui des dirigeants de l'auto indiquent que la contribution de l'économie circulaire est nécessaire pour atteindre les objectifs financiers et concurrentiels à long terme. Donc, on va au-delà de l'engagement environnemental. Donc, le constat est clair. Les enjeux sont critiques. Les solutions pour de mise en œuvre existent. On a du mal à passer à l'échelle. Et c'est ce qu'on va réussir à élucider avec vous aujourd'hui, Franck, Vincent, au travers du modèle économique et opérationnel. Donc, à commencer par Franck. J'ai une question pour vous sur les changements que nous observons au niveau du modèle économique notamment. On parle de mobility as a service, de services numériques et digitaux qui viennent alimenter les automotives et les voitures aujourd'hui. Comment cela fonctionne chez vous, chez Lormoto, et de quelle rentabilité on parle aujourd'hui? Merci Clément de commencer par le modèle économique, parce que souvent on a tendance à commencer par la technologie, et chez Lormoto on est convaincu que le modèle économique et social sont de toute façon les drivers de tout ce qui peut se passer. Donc quelle est selon nous l'évolution du modèle économique? On est ici dans le temple de la construction automobile depuis quelques temps, et force est de constater qu'aujourd'hui le modèle économique de la mobilité et surtout de la construction des automobiles et de l'exploitation des automobiles, c'est celui des années 1950. C'est celui dans lequel on se dit voilà, on a des ressources en quantité non épuisable, et puis avec ça on va fabriquer des choses formidables, avec les USA qui ont été très drivers sur ces choses-là. On va fabriquer des objets extrêmement désirables qui vont nous permettre d'aller dans nos grands espaces, et puis ça va bien fonctionner. Et puis c'est une bonne idée, et je pense que ça a été un facteur de progrès énorme aussi bien sur les capacités de mobilité que sur l'organisation de l'industrie, de l'économie, des filières, de tout ce qui s'est passé autour. Et tout ça était surtout basé sur le fait que les véhicules qu'on était en mesure de construire à cette époque-là étaient des véhicules qui se dégradaient naturellement, avant tout pour des raisons techniques. On va en citer deux majeures, mais on pourrait en citer plus. La première, c'était les métaux qui étaient utilisés, les aciers qui étaient utilisés faisaient qu'ils n'étaient pas pérennes. On a tous connu, souvenons-nous, que les voitures que nous achetions dans les années 90 encore étaient des véhicules qui terminaient avec des bas de caisse qui étaient... Bref, le contrôle technique, un jour, nous disait « t'es gentil, mais tu vas arrêter de rouler avec ça ». Le deuxième, c'est que ces voitures thermiques ont quelques centaines de pièces qui tournent à des hautes vitesses avec des variations de température importantes, avec des objets, avec des matières corrosives, si on ajoute tout ça, on se dit que l'objet que nous achetions était un objet qu'on achetait super enviable, et puis qui naturellement allait se dégrader. On cite en général 10 ans, 150 000 km. Tout était pensé comme ça, et puis c'était très bien comme ça. C'était d'autant mieux qu'on n'avait pas moyen de faire autrement. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Si on parle des aciers, aujourd'hui, on ne voit plus de voitures rouillées, parce que les aciers ont des traitements, et d'ailleurs la réglementation a rendu ça obligatoire, qui font qu'on a des carrosseries qui peuvent durer très très longtemps. Et puis arrive un truc incroyable qui s'appelle l'électrification. L'électrification, l'impact majeur de l'électrification sur les véhicules, au-delà du plaisir, GES, etc., sur lequel on reviendra tout à l'heure, on parle bien du modèle économique, c'est que vous avez un moteur qui est plus conçu pour faire 150 000 km et qui est conçu pour faire 1 million de kilomètres. Même pas qui est conçu, il est capable de faire 1 million de kilomètres. Et donc, on peut envisager raisonnablement avoir des véhicules qui vont durer très très longtemps. Et donc, ça change tout, parce que face à des constructeurs qui étaient habitués à fabriquer un produit qui allait durer 5-10 ans, et puis réacquérir un client constamment, et puis changer les modes, tout ce qu'il fallait pour arriver à récupérer des clients le plus régulièrement possible, on arrive maintenant avec des objets qu'on va être obligé presque de mettre à la poubelle, d'enfouir, de démanteler, alors qu'ils sont parfaitement fonctionnels. Chez Lormoto, merci de l'avoir rappelé, on considère qu'une carrosserie de Twingo, c'est une matière première exceptionnelle pour faire une voiture extrêmement durable, parce que ça rouille pas, parce que c'est cool, parce qu'il y a de l'affect autour, parce que ça a été super bien pensé dès le début, etc. etc. Et si on se dit, sur cet acier-là, on va mettre un moteur qui va durer longtemps, et si on met des intérieurs qui vont être pensés pour durer longtemps, on a un véhicule dont la durée de vie va pouvoir être
non plus, on n'a plus une baisse de la valeur résiduelle du véhicule inexorable, mais au contraire, on a une valeur résiduelle qui va pouvoir être maintenue. Ce qui veut dire que le modèle économique va plus être basé sur du shoot and forget, hein, comme on dit dans les jeux vidéo, c'est-à-dire tiens, je te vends la voiture, puis après, ciao, on se retrouve dans 10 ans. Elle va être basée sur je vais plutôt essayer de te garder, monsieur le client, parce que comme je sais que mon véhicule va durer longtemps, je vais essayer de tirer profit de mes propres gains de productivité, et puis je vais te louer un véhicule. Et puis, je vais m'assurer de ta satisfaction sur une période la plus longue possible, parce que comme moi, de toute façon, j'aurais dépensé pas mal d'argent pour fabriquer le véhicule et un tout petit peu d'argent pour le maintenir en bonne condition opérationnelle, plus je vais le garder longtemps, plus je vais gagner d'argent. Et on arrive à un système dans lequel le client est plus content parce que sa satisfaction est garantie sur le temps. S'il n'est pas content, il rend le véhicule. La planète est plus contente parce que, pour revenir sur ce dont vous parliez sur les batteries, le vrai problème n'est pas tant ce qu'on extrait et ce qu'on met à la poubelle, parce que si ce qu'on extrait, on le garde 150 ans, c'est plus vraiment un problème. Hein. Si par contre on le met à la poubelle tous les 10 ans, c'est un vrai problème. Évidemment. Et je dirais même, merci monsieur le banquier, parce que pour monsieur financeur de la mobilité, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de réacquisition du client et qu'on peut avoir un rapport beaucoup plus sain avec le client. Donc oui, effectivement, la durabilité, au-delà de ses vertus écologiques qui sont extrêmement importants, mais on peut se demander où est la poule et l'œuf dans cette histoire-là. De toute façon, la durabilité nous amène définitivement à un monde meilleur et non pas une réduction de la douleur. Et en parlant de durabilité, justement, on parle d'une gouvernance qui va devoir allier vision long terme et plan d'action court terme. Et donc, à ce titre, je pense qu'il est essentiel de voir les acteurs économiques qui se mettent en ordre de marche comme vous au Crédit Agricole. Parce qu'il peut y avoir quelques zones d'ombre. On pourrait penser entre effectivement comment je fais pour passer d'une économie fondée sur les volumes à une économie fondée sur les valeurs. Et donc vous, Vincent, pourriez-vous nous dire quelle est la stratégie d'investissement du Crédit Agricole dans ces projets d'économie circulaire et de mobilité verte pour une entreprise de l'automobile en particulier? Alors nous on s'est fixé, rebonsoir à toutes et à tous, nous on s'est fixé une ambition très forte qui est d'être le leader de la mobilité verte. Ça tombe bien, on est une banque verte, donc tout ça est assez cohérent. Ça veut dire pour nous une vraie transformation parce que jusque-là, on finançait des voitures, comme la plupart des grandes banques, et on a décidé de s'orienter très très fortement dans une trajectoire beaucoup plus durable. La première conséquence de ça, c'est qu'on a décidé que d'ici 3 ans, 50% des voitures qu'on finançait devaient être électriques ou électrifiées. Ça, c'est notre première trajectoire, c'est la plus facile. Et on s'est aussi fixé d'étudier comment nos outils de financement pouvaient venir au service de nouvelles initiatives très fortes. Par exemple, celle de leur moto, qui on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Et ça veut dire que, par exemple, on commence à utiliser nos outils de financement qui sont très rodés pour aller financer des vélos électriques, des vélos cargo, de nouvelles formes de mobilité sur lesquelles tout notre savoir-faire de financement peut accélérer le développement. Voilà, c'est ça notre ambition majeure et c'est ça qu'on essaye de faire en ce moment avec beaucoup de modestie. Merci beaucoup. C'est relativement clair sur le type de mobilité que vous encouragez et qui en prend toute forme. Et on le voit en fonction des segments qu'on va devoir adresser. C'est en lien d'ailleurs avec les annonces récentes aussi qu'on a eues au niveau de Renault, de Stellantis qui veulent mettre la circularité au cœur des enjeux. On parle quand même d'un chiffre d'affaires potentiel de 2 milliards d'euros pour chacune des entreprises à horizon 2030. Et donc vis-à-vis de ça, est-ce que vous avez d'autres exemples de modèles rentables ou sur lesquels vous êtes impliqués que vous pouvez partager? Alors on a une action là qui nous tient beaucoup à cœur en ce moment, qui rejoint à la fois la durabilité et le fait de mieux consommer l'automobile. Donc on a aujourd'hui annoncé une initiative très forte d'autopartage rural, qui est un sujet qui tient vraiment à cœur au Crédit Agricole. On sait que les territoires sur lesquels on opère aujourd'hui en France peuvent devenir les laissés pour compte de la mobilité, à la fois parce que le prix des véhicules augmente très fortement, à la fois parce que les ZFE qui sont en train de se développer autour de ces agglomérations vont rendre leur accès compliqué. Et donc on va démarrer une première opération d'autopartage rural en début d'année 2023. On n'y mettra que des voitures électriques, on n'y mettra que des voitures raisonnables en termes de consommation. Et on espère bien comme ça permettre doucement l'accès à la voiture électrique et à des mobilités avec faible émission à des gens qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens de le faire.
tout en leur permettant de conserver les accès dans des zones de ZFE qui sont en train de se développer, qui vont être de plus en plus exigeantes. Voilà, donc ça c'est le type d'initiative qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on va démarrer assez prochainement et dont on va beaucoup apprendre. Je pense qu'on va apprendre beaucoup sur comment ça fonctionne, quels sont les besoins de ces populations et comment on peut les aider à passer le cap. Sachant qu'il ne faut jamais oublier que quand on fait de l'autopartage, en général, on permet aux gens d'avoir moins de voitures. Et donc, on donne un accès avec une seule voiture à plus de monde. Et ça, de toute façon, ça sera bénéfique à la fois pour nous et pour l'environnement. Merci beaucoup. On a parlé donc du constructeur, on a parlé de leur moto, on a parlé des ceux qui accompagnent au niveau des services financiers. Une question pour vous, Franck, c'est les personnes avec qui vous interagissez au quotidien, c'est-à-dire vos équipementiers, qui eux aussi, ils vont devoir sûrement changer et mettre à jour la manière de gérer les actifs qu'ils ont. Et donc, il y a des impacts qui seront à prévoir. Et la question, c'est quels ajustements ils devront faire. Ils sont nombreux, les ajustements. Donc, les ajustements techniques, ils sont relativement faibles. Par contre, les enregistrements dans les méthodes de collaboration sont très différents. Aujourd'hui, comment un équipementier interagit avec un constructeur automobile? Le constructeur automobile envoie un RFQ, va à un certain nombre de fournisseurs, va relever les copies et puis va prendre le moins cher globalement. Or, l'équipementier, la marge de manœuvre de l'équipementier est extrêmement réduite. Si l'équipementier a investi énormément en innovation, il va avoir d'énormes difficultés à remonter ses capacités d'innovation. Si jamais il a investi dans la durabilité du produit, il va juste pas pouvoir. On cite souvent le cas d'un équipementier avec lequel nous travaillons qui fait des moteurs de lave-vitre, qui nous explique, nous, de la vitre, et il nous explique souvent, oui, quand on reçoit un RFQ, nous, on sait très bien que pour 10% de prix en plus sur le moteur, on allonge la vie de 2 ans. Sauf que ce qu'on nous demande, c'est 10 ans, 150 000 km. Nous savons que ces 10%, ils nous sortent du match, ils nous sortent du ring, et donc on n'est pas choisi et nous n'avons aucune capacité. En travaillant sur la durabilité, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a la chance, le sujet leur moto et le discours leur moto a la chance d'avoir su convaincre un certain nombre de gens chez des acteurs majeurs. On peut citer des Forvia, des FI, des SAB, des B2GR. C'est d'ailleurs des gens qui ont énormément de compétences sur un sujet et on leur dit pas du tout, tiens, voilà une demande, puis donne-nous le meilleur prix. C'est l'inverse qu'on leur dit. On leur dit, tiens, tu vas être gentil, tu vas mettre dans ta réponse quelque chose qui concerne l'attractivité du produit, parce que moi, j'y connais rien dans ton métier. Des sièges, moi, j'y connais rien dans les sièges. Toi, tu connais parfaitement les sièges, tu connais parfaitement les intérieurs des véhicules. Eh bien, tu vas m'expliquer quel est le meilleur intérieur de véhicule, quel est le meilleur siège par rapport à mon objectif et mon client. Et attention, tes promesses, là, il va falloir les garantir, puisque de toute façon, on va être la main dans la main pendant les 5, 10, 15 ans qu'on va passer ensemble. Et puis ça tombe bien, parce que l'argent, on ne va pas le gagner le jour où on va te livrer, ou tu vas nous livrer. L'argent, on va le gagner justement sur la fin, et ça va être extrêmement rentable potentiellement. Et donc ça, c'est formidable, parce qu'au lieu d'avoir une espèce de bras de fer entre des acheteurs ultra efficaces et des vendeurs qui font ce qu'ils peuvent, eh bien, on a un réel partenariat et on l'observe au quotidien et on l'observe même dans la performance industrielle de leur moto, puisque l'entreprise a été créée il y a 2 ans et demi et nos véhicules sont en train de terminer leur homologation. C'est-à-dire que même sur la durée des cycles, on a un raccourcissement de l'ensemble. Donc, ça change complètement la relation qu'on peut avoir. Et là, on parle de l'équipementier, mais pour nous, à nouveau, le financeur est un équipementier. Le deal que l'on demande, que l'on propose aux financeurs, c'est comment on va travailler ensemble sur la durée, parce que c'est comme ça qu'on va garantir et la satisfaction du client et la virtuosité de ce que nous allons faire, et puis également la rentabilité, puisqu'on est persuadé qu'on peut la maximiser comme ça. Fascinant, d'autant que ça veut dire qu'on passe d'un modèle où on était sur des transactions uniques d'un fournisseur au constructeur à justement une double communication vers ces modèles de durabilité. Ce qui m'ouvre obligatoirement, et merci pour la transition, les questions sur le modèle opérationnel du coup. Qui dit circularité dit effectivement prolongation de la durée de vie, vous l'avez évoqué, c'est là où la valeur la plus significative reste encore à exploiter.
Comprendre vraiment, il y a des enjeux très forts sur la collecte, le tri, le désassemblage des véhicules. Donc on sait que ça devient des vrais pain points pour les constructeurs s'ils veulent mettre en place ce type de processus. Quelles sont les infrastructures ou justement les opérations qui sont nécessaires à cet effet que vous, en étant un greenfield, vous avez eu la chance de faire dès le départ, mais quelles sont-elles ? Mais si effectivement on parle de quelque chose de vierge, c'est assez facile, hein. On sait que faire ce que nous faisons, qui en définitive est un travail d'intégrateur de composants, je vais revenir dessus, eh bien, ça ne demande pas des investissements énormes. Ces investissements sont structurellement partagés puisqu'ils sont partagés par l'ensemble des parties prenantes qui vont permettre de réussir le projet. Et donc on est très attaché, nous, à l'architecture du système que nous réalisons. C'est-à-dire que nos voitures sont conçues sur la base d'une plateforme. On vient pas mal du software. On est un peu comme vous, on vient pas mal du software. Et donc, on a une façon de penser particulière qui consiste à dire chacun des composants qu'on va pouvoir utiliser, il va toujours pouvoir être amélioré. On reviendra sur l'idée de l'amélioration. Et donc, on veut être en mesure de pouvoir changer un composant sans remettre en cause l'ensemble du système. Donc ce que nous définissons, ce sont des interfaces comme on fait lorsqu'on fait de la production logicielle, entre des composants dont on définit parfaitement le scope fonctionnel, on sait parfaitement quelle est l'attente de l'ensemble du système, et puis on définit les interfaces au niveau mécanique, électrique, logique entre les différents composants. Ce qui fait que in fine, les investissements sont très inférieurs, la résilience du système est très inférieure. Si on parle résilience, on va aborder tous les sujets aussi qui sont liés, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Par exemple, on va en connaître qu'il y a la géopolitique, hein, qui est un vrai sujet qu'on doit prendre en considération aujourd'hui. L'augmentation des performances. Tout à l'heure, j'ai fait un peu le malin en vous expliquant qu'un véhicule était durable. En vrai, il y a un truc qui est notoirement pas durable, qui sont les batteries. C'est-à-dire qu'on est absolument certain que les chimies de batterie qu'on utilise aujourd'hui seront totalement obsolètes dans 5 ans. Donc comme on va pas s'amuser à faire un véhicule qui va être construit autour de la chimie de la batterie, on va faire l'inverse, on va construire un véhicule qui va intégrer des batteries avec des interfaces bien définies qui font qu'aujourd'hui on va prendre juste ce qu'on a parce qu'on n'a pas le choix. Par contre, ces mêmes véhicules, dans 5 ans, mais même on fait déjà des expérimentations sur des batteries incroyables, peut-être dans 12 mois, utiliseront des chimies qui seront complètement différentes. Et juste pour finir, parce que là je monopolise terriblement la parole, mais dans le rapport à l'équipementier, ça a un impact absolument énorme parce que ça veut dire à l'équipementier, ta capacité d'innovation, non seulement elle nous a intéressé le jour où tu es venu nous voir, où on est là de dire bonjour, mais elle nous intéresse drôlement parce que on peut la mettre sur la route à toute vitesse. C'est-à-dire qu'on peut aller la tester directement chez nos clients et si on trouve que c'est bien, on peut directement le déployer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être prisonnier de cycles énormes et d'attendre la première génération de véhicules qui va être repensée dans son ensemble, nous, à chaque fois qu'on a un nouveau composant, ou si demain un composant, un équipementier, un partenaire nous dit « Ah ben je suis désolé, tiens mon moteur il sort du catalogue ». Pas grave, la plateforme elle est pensée pour qu'on puisse changer de moteur et ainsi de suite. Donc même sur le modèle opérationnel, ça simplifie les choses sur les investissements et ça simplifie considérablement les choses également sur la dynamique de la collaboration. Effectivement, et l'intégration des produits recyclés, vous en avez parlé, c'est une vraie nécessité, qu'ils soient aussi reconditionnés ou alternatifs. Et donc, c'est un enjeu aussi pour répondre à l'approvisionnement de la ressource. Et donc, on le sait, l'innovation va être au cœur de tout cela. Il faudra la financer. Et donc, c'est comprendre effectivement aussi comment vous déterminez les opportunités sur lesquelles s'engager et quel est votre rôle justement en tant que partenaire économique dans l'animation de cet écosystème pour faire en sorte que ce soit économiquement et environnementalement viable la mise en place de l'économie circulaire dans le secteur. Alors, la question est très vaste. Moi, j'ai envie de dire d'abord, pour réagir à ce que disait Franck, c'est que on voit que notre métier de financeur, il va changer un petit peu. Aujourd'hui, nous, on a lancé un leasing qu'on peut appeler Access sur un certain nombre de produits. Il y a très peu de véhicules électriques aujourd'hui qu'on est capable de financer autour de 100 € par mois. Et l'une des premières opportunités de ce qui est en train de se passer en termes de circulaire, d'économie circulaire avec des projets comme celui de Franck, c'est qu'il y aura des voitures qui ne seront plus vraiment des voitures d'occasion, qu'on pourra financer dans des zones qui seront beaucoup plus accessibles. Et ça, c'est un premier levier qui est pour nous absolument déterminant. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse autant à ce type de projet.
La deuxième chose, c'est que ça va changer notre manière de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules, ils sont financés sur des durées de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis ensuite, les voitures, ils vivent leur vie en occasion. Et nous, on va devoir, et on s'y prépare activement, apprendre à gérer des produits non pas sur 3 ans ou 5 ans, mais sur plutôt 10 ans ou plus. Et donc avec des compréhensions de valeurs résiduelles à inventer qui vont être très différentes, parce que les produits vont être recyclés, améliorés, rénovés au fur et à mesure de leur vie. Et ça, on est en train de s'y préparer activement. Et c'est aussi d'ailleurs une opportunité pour nous, parce que c'est des produits qu'on va financer sur des durées plus longues. Mais c'est aussi une opportunité pour les clients, parce que durée plus longue, loyer plus faible. Et donc accessibilité supplémentaire, plus rapide à des voitures plus propres. Voilà. Donc ça va être un des événements majeurs qui va changer dans notre compréhension économique du système. Bon, et nous, au Crédit Agricole, on s'y prépare activement. Voilà. On sait qu'on a beaucoup de travail. Hein. On ne révolutionne pas une industrie comme ça. La partie électrification, ça fait 10 ans que ça a démarré. Ça fait 10 ans qu'on s'y prépare. C'est en train maintenant d'exploser. Et on voit déjà que d'autres étapes se profilent derrière, dont celle du circulaire. Mais nous, on sera prêts pour ça. Et nous sommes ravis de voir que la chaîne se met effectivement en ordre de marche comme vous le faites. Merci beaucoup. En termes d'accélération, je pense qu'effectivement, on voit qu'il y a les ingrédients, on sait qu'il faut y aller, mais il faut y aller assez rapidement, puisqu'il y a cette vision long terme qu'on est censé atteindre, mais ça ne va pas être un sprint, ça va être un marathon. Et pour autant, il faut qu'on commence dès à présent, parce que si on attend que les autres, entre guillemets, nous donnent la solution, on risque d'avoir 10 trains de retard et ça risque de devenir encore plus compliqué pour rattraper la concurrence. Donc au niveau des leviers d'accélération, on a parlé de l'écosystème de partenaires, justement vous l'avez évoqué, mais d'un point de vue opérationnel, chez vous, Leurmoto, si vous deviez comparer par rapport à un acteur beaucoup plus traditionnel, quelles seraient les différences fondamentales ? On ne va pas avoir le temps. Hein. On ferait plutôt mieux de dire l'inverse, si je peux me permettre. C'est en quoi on se ressemble. Hein. En quoi on se ressemble, on produit des voitures, hein, des véhicules qui sont là pour the rest of us, comme disent nos amis américains. Donc, en vrai, ça change beaucoup de choses. Le mindset, l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure est différent. Et on pourrait résumer les choses en disant que nous rajoutons dans toutes nos équations un paramètre qui est évident pour chacun d'entre nous, puisque c'est le seul qui soit vraiment limité dans notre existence et qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans l'industrie automobile, qui s'appelle le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, on considère que tout se passe pour un fabricant automobile, tout est optimisé pour un moment qui est la transaction, c'est-à-dire le moment où tu me fais un chèque et je te donne un trousseau de clés. Nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps là, c'est une espèce d'instantanéité. Nous, on introduit le temps sur tout. Et donc, ça a un impact considérable dans la façon dont on va penser la conception, la production industrielle, la relation client. On peut parler de coûts, par exemple. Pour revenir sur les grosses différences qu'on peut avoir par rapport à un constructeur traditionnel. Leurmoto se définit comme un néo-constructeur automobile. Hein. C'est que quand on conçoit un véhicule, il a un certain nombre de caractéristiques, hein, mais nous savons que ces caractéristiques, elles vont évoluer dans le temps. Le véhicule va être constamment upgradé, va être constamment amélioré. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas trouver du tout chez un constructeur traditionnel, parce qu'un constructeur traditionnel, il optimise son véhicule par rapport au jour de la sortie, par rapport au kilomètre zéro. C'est-à-dire qu'on va avoir un programme de R&D, on va définir l'objectif du véhicule et on va tout optimiser tant au niveau technique qu'au niveau économique pour avoir quelque chose le moins cher possible, je vais revenir dessus, et pour avoir quelque chose qui correspond le mieux au contexte technologique et social de l'époque. Ça marche super bien. Le seul petit problème, c'est que ça dure jamais moins de 60 mois. Et donc, 60 mois, le contexte, il peut pas mal changer. Revenons sur l'histoire du prix. Si on regarde aujourd'hui les prix de la matière et les prix de l'énergie depuis 60 mois, il n'y a pas grand-chose. Si on parle de constructeurs traditionnels
M. Tavares a beaucoup déclaré récemment que les performances, marge opérationnelle de 14% sur l'avant-dernier trimestre chez Stellantis. Bravo, c'est merveilleux. Moi, j'ai entendu parler que l'énergie était plus chère, que l'acier était plus cher, et quand j'en parle à mes camarades équipementiers, ils m'expliquent qu'effectivement, ces prix et ces augmentations de prix, elles étaient très difficiles à faire passer. Ouais, je vais jeter la pierre à personne ici. Ce que je veux dire, c'est que cette composante de temps, elle est fondamentale dans la relation. Je vous allais revenir tout à l'heure, je vais parler du prix. Un constructeur automobile, ça optimise le prix pour faire le prix le plus réduit. On minimise le prix le jour de la transaction. Ce qui veut dire, par exemple, que si un fabricant de pneus fabrique un pneu qui dure 3 fois plus longtemps, mais qui coûte 2 fois plus cher, n'importe quel enfant au-delà du primaire comprend que c'est quelque chose qui est intéressant, mais il n'a pas sa place dans le véhicule parce qu'on cherche à minimiser le prix du véhicule. Donc là aussi, on travaille de façon complètement différente. On dit à l'ensemble de nos collaborateurs, nous, on s'en moque du prix. Tu vas me parler du prix divisé par le temps, et donc je reviens sur cette introduction du paramètre de temps qui est complètement oublié dans le système traditionnel, et tu vas me garantir en même temps que la performance que tu vas me dire, c'est-à-dire que si tu me dis, voilà, mon siège il coûte 2 fois plus cher, mais il dure 5 fois plus longtemps, j'en suis très content, mais dans le modèle économique, on va quand même s'assurer que tu es intéressé à cette durabilité et que si jamais la promesse n'est pas tenue, voilà, donc je pourrais énumérer encore, mais si je devais dire la grosse différence qui nous permet de penser l'ensemble des autres différences, c'est l'introduction du temps dans l'équation. Effectivement, on en a parlé, la durabilité, la temporalité en fil conducteur, on est dedans. Et puis le temps dans le transport, c'est quand même, et la mobilité, le cœur des enjeux, on est d'accord. Un sujet qu'on n'a pas évoqué qui est la data. Les données, en fait, le rôle essentiel que ça joue pour donner vraiment cette vision sans couture d'un véhicule et connaître sa valeur résiduelle. Donc on passe dans vous l'avez dit, d'une optique où on avait une valeur résiduelle la plus élevée au moment du kilomètre zéro et qui était celle qu'on devait optimiser au maximum. Et là, on est en train de se dire qu'on va se focaliser sur quelle est la valeur qui reste pour mon véhicule une fois qu'il entre en opération et dire qu'il y a une première, deuxième, troisième, quatrième vie que je peux lui donner. Et donc, pour accompagner cette transformation, comment exploitez-vous la donnée, vous, dans les secteurs financiers, justement, en engagement en termes de traçabilité, transparence, reporting? Quelle est la valeur de la donnée qu'on est capable de générer pour activer la circularité? Alors, la donnée, elle va évoluer. Aujourd'hui, la donnée, c'est la donnée d'un client à un instant T pour un objet qui est vendu à un instant T. On va devoir évoluer vers un modèle de données, comme l'a expliqué Franck, où on va plus regarder le besoin du client dans la durée. Et les besoins vont être différents. On ne peut pas faire que des voitures rénovées, on ne peut pas en faire non plus qu'aucune voiture neuve. Donc il va falloir qu'il y ait un équilibre qui se crée suivant les besoins du client. Et la data va aider le client à mieux comprendre ses propres besoins. Parce qu'effectivement, les offres vont être différentes. Donc notre rôle, ça va être aussi de fournir les outils pour comprendre en quoi le besoin, il est plutôt d'une voiture neuve, il est plutôt d'une voiture électrique à forte autonomie, donc un peu plus chère, ou d'une voiture électrique à moins forte autonomie. Et donc on va avoir une compréhension ou une capacité à aider le client dans ses choix qui va être plus poussée qu'aujourd'hui. Voilà. Orienté du coup autour des usages. Orienté autour des usages, oui. Principalement usage de locaux, usage pas locaux, distance parcourue, nombre de kilomètres par an, etc. Et c'est ça qui va doucement venir aider les clients à comprendre où est leur besoin. Est-ce que leur moto pour de l'usage quotidien avec une autonomie un peu plus faible mais suffisante peut fonctionner et être durable? Ou est-ce qu'on a besoin d'une voiture neuve avec une autonomie plus forte? Et je pense que nos clients vont apprendre avec nous, parce que c'est nouveau pour tout le monde, vont apprendre avec nous que c'est du besoin que par la voiture. Voilà. Ça n'empêche pas le plaisir, ça n'empêche pas plein de choses qui sont liées à la voiture, mais le besoin aide à mieux définir sa voiture. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et donc leur moto répond parfaitement. Si vous pouvez nous dire le segment dans lequel vous vous mettez précisément, qu'on puisse nous le rappeler. Donc on connecte, pour revenir sur la donnée, leurs motos sont des voitures qui sont très connectées. On remonte énormément de data, des quantités gigantesques qui sont nécessaires pour aussi bien pour assurer le bon fonctionnement de la voiture et arriver à faire de la maintenance prédictive, qui est à nouveau, on introduit la contrainte, pas la contrainte, on a introduit le paramètre temps là-dessus, et ce qui nous permet, plus on agit tôt, moins ça coûte cher. Plus on agit tôt et plus on
plus on est en mesure de connaître le comportement du véhicule, plus on est en mesure d'adapter ses évolutions à venir et, comme le disait Vincent également, les attentes du client. Donc, on remonte énormément de données. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui, on sait parfaitement à quoi ça sert. Je ne sais pas, le comportement de chacune des cellules de batterie, hein, on sait à quoi ça sert. Dès qu'il y en a une qui montre des signes de faiblesse, ça permet de déclencher une opération de maintenance et éviter que l'ensemble se dégrade. Et puis, après, on avoue qu'il y a plein de choses, on n'a aucune idée de ce qu'on pourra en faire. Ce dont nous sommes absolument certains, c'est qu'en collectant ces informations, nous, et en ayant un contrat avec nos clients qui est sur le longtemps également, eh bien le client il est sûr que ces informations et la privacité de ces informations va être assurée. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'elles ne vont pas aller chez des gens dont les modèles sont des modèles publicitaires. Et ils sont sûrs que les gens ne vont pas aller chez... On ne va pas réénumérer les autres types d'acteurs qui savent très bien faire, faire la valorisation de la donnée, mais avec des modèles techniques, économiques et surtout sociaux qui ne correspondent pas tout à fait, en tout cas, aux valeurs que nous défendons chez leur moto et que les centaines de personnes qu'on voit tous les jours sur le mondial de l'auto sont absolument claires sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Il y a un petit mot qu'on voudrait adresser aussi sur le fait que, bien qu'on soit dans une industrie mécanique, au sens noble du terme, avec l'automatisation aussi de toutes les chaînes que nous avons, la transformation, elle va être humaine. Je pense que c'est clair qu'il va falloir accompagner les personnes en charge aujourd'hui pour les reformer, pour recruter de nouveaux talents. Et réussir justement à accélérer cette transformation parce qu'il y a des chamboulements qui se font de par la softwareisation, de par l'électrification et puis même la mise en place de l'économie circulaire demande à bouger et de développer des compétences sur la fin du cycle de vie des produits. La question s'adresse à tous les deux. Elle consiste à savoir en fait quels sont les besoins, qu'est-ce que vous ressentez chez vous, chez leur moto, chez Crédit Agricole sur les besoins au niveau de formation et de recrutement des talents. Je peux commencer peut-être. Bon, la mobilité traverse c'est banal de le dire, mais c'est la plus grande révolution de l'histoire de la mobilité. Et ça se fait pas sur 50 ans, ça se fait sur 10 ans. On est passé au moteur électrique, la distribution est devenue digitale, on commence à avoir de l'économie circulaire. Tout est en train d'exploser en même temps. Et donc il y a personne qui a le profil pour faire ça. Ni parmi nos clients, ni parmi nos collaborateurs. Donc on est condamné au sens positif du terme à apprendre ensemble. C'est ça le message très positif de ça, c'est que voilà, il y a plein de gens parmi nous qui ne savent pas exactement comment on utilise une voiture électrique, ils vont apprendre. Nos collaborateurs vont apprendre. On ne sait pas qu'il y a de l'économie circulaire et qu'on peut avoir une voiture comme une leur moto, on va l'apprendre. Et je crois qu'en fait, notre rôle, pour les gens qui sont un peu plus initiés, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre, ça va être justement d'aider les gens à avoir les informations, à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi ça se passe. En tout cas, au Crédit Agricole, c'est ce qu'on fait avec nos collaborateurs, c'est ce qu'on va faire aussi avec nos clients, c'est les aider à comprendre ce qui se passe. Et après, on va leur faire confiance pour une fois qu'ils ont compris, trouver les bons choix et le choix qui leur va bien. Mais ça fait beaucoup de changements en même temps quand même. Ça fait beaucoup en peu de temps. Et vous, Franck ? Sur le caractère humain, on peut parler des forces de production. Chez Lormoto, nous avons prévu de recruter. Donc, comment on fabrique une Lormoto ? On crée des unités de production qui vont être des unités régionales, qui vont être en mesure de fabriquer entre 4 et 5 000 véhicules par an avec entre 100 et 120 personnes. La première unité est en cours de réalisation en Normandie et sont prévues pour être duplicables dans d'autres régions. Et comme on travaille pour toute la partie manufacturing, en tout cas la partie production, comme on travaille sur des process qui sont des process que nous maîtrisons et que nous connaissons, notre projet c'est de former des gens et donc de dire aux gens voilà, le projet Lormoto vous intéresse, rejoignez-nous puis on va vous former. Donc il est fort probable qu'on trouvera dans ces personnes des gens qui avaient des compétences dans des domaines thermiques par exemple, mais en tout cas on leur réapprendra. Et donc cette mutation, pour ce qui nous concerne, on perçoit bien qu'il y a plein d'autres endroits où c'est plus complexe. Pour ce qui nous concerne, elle est plutôt enthousiasmante. Et puis, je voudrais reparler un tout petit peu du client dont on n'a pas parlé sous l'angle économique, qui est quelque chose d'important. C'est que une Lormoto, ça coûte 100 € par mois. Le but, c'est que ça coûte 100 € par mois parce que notre conviction
quand on parlait de la durabilité et que un peu plus cher, mais sur beaucoup plus longtemps, ça coûte moins cher, c'est que le vrai prix d'une voiture segment A, donc d'une petite voiture électrique de haute qualité, c'est 200 € par mois. Je me souviens d'un Xavier Niel qui, il y a quelques années, nous expliquait c'est quoi le vrai prix d'un abonnement mobile. C'est pas 30, c'est pas 25, c'est pas 20, c'est pas 15, c'est pas 10, c'est pas 5. C'est, regardez sous votre siège, il y avait une pièce de 2 €. On serait bien amusé à mettre des pièces de 200 € sous les sièges de nos visiteurs. Le vrai prix de la mobilité électrique, c'est 200 € par mois. Et de toute façon, on va y arriver. De toute façon, on démontre aujourd'hui que c'est possible. Hein. Et s'il y a des aides d'État, les mêmes que celles qui existent aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que nous savons répondre à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui, je ne sais pas si c'était un dérapage ou un coup de génie, je lui prêterai le coup de génie. C'est parfaitement possible puisqu'on démontre aujourd'hui qu'on sait faire une voiture pour 100 € par mois. Et donc, l'impact, je reviens sur l'humain, l'impact social, il est gigantesque. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces millions de personnes, quand on parlait de mobilité rurale tout à l'heure avec Vincent, ces millions de personnes à qui on explique, tiens, ben voilà, la voiture que tu utilisais, le législateur fait que tu n'as plus le droit d'aller en ville avec, par exemple, hein, ou que le carburant, ben, c'est pas de peau, il vient de prendre 100% quand tu arrives à en avoir, parce qu'il y a des moments où tu n'arrives pas à en avoir. C'est-à-dire que l'enjeu social, il est absolument gigantesque. Le créateur de leur moto qui s'appelle Sébastien Rollo, la première fois qu'il est venu me voir avec le début de ce projet, il m'a dit moi j'ai un vrai problème, c'est que en 2018 j'ai été pas mal bloqué sur des ronds-points par des gens dont les méthodes m'étaient absolument détestables, sauf qu'ils avaient un petit peu raison dans les causes de colère exprimées. Eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire que les mutations que nous vivons tant au niveau écologique, économique, soyons très attentifs à la répartition des richesses que nous mettons en face, peut-être juste pour survivre hein, aux cataclysmes sociaux qui pourraient nous arriver. Ça fait partie des missions dont nous nous chargeons chez Lormoto et donc dire, et Dieu sait que le financeur à nouveau est important, tu sens mon appel du pied. Il faut de toute façon qu'on arrive à ça, avec cerise sur le gâteau, le fait que si nous n'y arrivons pas, hein, faites un tour sur le salon et vous allez voir quelles sont les marques présentes, hein, il n'y a pas que Lormoto, si nous n'y arrivons pas, il y en a d'autres qui y arriveront avec des impacts sociaux très très différents. Pourquoi? Parce que les voitures arriveront en bateau de beaucoup plus loin et donc là on ne fera que rajouter un problème au problème. Commentaire? Oui, juste envie de dire une chose, c'est que ce qui rejoint ce que dit Franck, c'est que c'est un travail commun. C'est-à-dire que c'est pas juste les innovateurs qui vont y arriver, c'est pas juste l'État qui va y arriver. Chacun doit jouer son rôle dans la chaîne. Les startups, les innovateurs font leur job. Nous, on va essayer de faire notre job de financeur. C'est notre métier. L'État va faire son job sur les aides qui vont permettre d'y arriver. Et je trouve que l'objectif, et en tout cas c'est le nôtre, hein, d'arriver à sortir des leasings de voitures électriques plus respectueuses de l'environnement, même si ce n'est pas parfait, autour de 100 €, c'est le bon objectif. Et ça serait bien qu'on ait un peu plus de voitures qu'on puisse proposer à ce prix-là. Voilà. Donc on compte sur vous pour continuer à animer l'innovation, l'esprit d'innovation qui est très fort ici. On arrive vers la fin de notre échange, mais avant de conclure et d'ouvrir justement à des questions plus ouvertes à l'assistance si elle en a, quelles sont vos prochaines étapes dans la circularité? Quels sont les projets en cours, là où vous allez avancer? Nous, c'est simple, nous, c'est produire. Hein. Le projet Lormoto est un projet qui roule à une vitesse complètement folle. Il y a sûrement un tout petit peu de talent de notre part, mais je pense qu'il y a surtout une dynamique du projet avec l'ensemble des partenariats, l'écosystème qu'on arrive à créer. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a certaines... ça fait quelques années que je travaille dans l'industrie. Il m'arrive très souvent aujourd'hui de connaître quelque chose que jamais j'avais connu avant. C'est des gens dans des visios qui me disent « Bon, en préambule, il faut que je vous dise, hein, moi, surtout ce qui me plaît, c'est votre projet. Maintenant, on va parler professionnel. » C'est-à-dire que des gens qui expriment la fibre qu'il y a autour en disant « Et à nouveau, c'est ce qu'on sent sur le stand. » Et ça, cette dynamique, elle est terrible. Bref, donc, à court terme, nous, ça va toute vitesse, on est pile poil sur notre programme. La fin du programme, nous terminons une phase aujourd'hui qui se
nous terminons par l'homologation de nos véhicules qui est imminente, hein, et par l'ouverture au public de notre proposition de valeur complète qui est une voiture électrique durable à 100 €. Et puis très vite, on démarre une phase qui est une phase de production. On se revoit dans 6 mois, on aura quelques centaines de véhicules qui commenceront à courir sur les routes. Rendez-vous dans 6 mois donc. Et vous? Nous, c'est très simple, hein. Nous, on va financer de plus en plus de voitures électriques neuves, de plus en plus de voitures électriques d'occasion et si possible de plus en plus de voitures électriques circulaires. Voilà, c'est très simple et on s'y attelle tous les jours. Formidable, merci beaucoup. Pour conclure, donc je souhaiterais quand même rappeler l'intitulé qui était le suivant. Donc, économie circulaire, conte de fées ou réalité industrielle. Je pense que les longues années que nous avons auparavant, puisque l'économie circulaire n'est pas nouveau, ont montré que c'était plutôt un conte de fées, mais la pression qu'il y a eu, qui a commencé à augmenter, notamment avec la rareté des matériaux et la difficulté d'approvisionnement, ont mis un stress nécessaire pour en faire une réalité industrielle. De ce que je vois à l'issue de l'échange que nous avons eu, c'est que c'est une approche holistique qui embarque l'ensemble des collaborateurs et des partenaires de la chaîne de valeur, qu'elle soit verticale ou horizontale, que tout ceci est en ordre de marche et que l'innovation va permettre justement de dynamiser l'économie circulaire et de le mettre en rang 1 dans une industrie qui a besoin justement de se réaligner avec sa stratégie long terme pour entrer dans la durabilité. Donc je vous remercie chaleureusement pour la qualité de l'échange que nous avons eu. Je vais clôturer donc cette table ronde et puis ouvrir les questions à toute personne qui souhaiterait les poser à nos participants ici présents. Des timides ? J'ai une question qui va s'adresser plutôt aux financeurs. L'économie circulaire va amener des financements sur la durée pour la start-up qui veut le développer ou autre. Les financeurs sont actuellement plus sur la location de longue durée à leur nom. Est-ce qu'il y a d'autres joints de venture possibles ? Je pense que ce n'est pas le modèle qui va changer, c'est justement la durée. C'est-à-dire que soit on va les financer sur 2 durées courtes, soit 3 durées courtes, soit on va les financer sur des durées plus longues. Mais on voit bien que le type de produit que prépare leur moto va se financer sur des durées qui vont plus être entre 5 et 10 ans que 3 ans. Mais le modèle n'a pas besoin de changer. Une voiture en location, c'est juste une question de durée. Par contre, ce qui risque de changer, c'est que la voiture va probablement revenir, être rénovée, repartir chez un autre utilisateur. Et donc, on va, nous, devoir apprendre aussi à gérer plusieurs cycles. Voilà. C'est ce qu'on est en train de se préparer à faire. Et les voitures, aussi bien circulaires qu'électriques, appellent ce type de solution parce qu'elles auront certainement une durée de vie plus longue. Voilà. Donc, on va apprendre à gérer 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. Et les 3 cycles seront peut-être plus longs que les cycles qu'on gère aujourd'hui. Et on va devoir développer de la compétence là-dessus, mais le métier lui-même ne va pas évoluer fortement. Oui, bonsoir messieurs, merci beaucoup pour les échanges. Une question, il y a un mot qu'on n'a pas entendu dans vos échanges, c'est le mot rétrofit. Or, le modèle leur moto, quand on n'a pas bien regardé, ça peut ressembler un peu à du rétrofit. Je prends une vieille voiture thermique et je la réadapte en véhicule électrique. Manifestement, ce n'est pas exactement le modèle. Est-ce que vous pourriez, de façon peut-être plus explicite, expliquer ce qui vous différencie de ce qu'on appelle assez communément aujourd'hui le rétrofit ? C'est à toi qu'on parle là Merci, question extrêmement intéressante. Donc les rétrofits, c'est quoi le rétrofit ? C'est une pratique fort louable qui consiste à retirer le moteur thermique d'une voiture pour mettre un moteur électrique. C'est très intéressant pour du véhicule de collection ou des choses comme ça. Si on parle là, hein, la thématique c'est la durabilité et rêve ou réalité. Si je prends une voiture qui a 20 ans, on va prendre d'ailleurs une Twingo 1 comme celle que nous utilisons. On prend et puis on retire, donc ça on sait parfaitement faire, hein, on retire tout ce qui est lié au thermique et puis on rend ça électrique. On a une voiture qui fonctionne super bien, juste que ça vous aura coûté entre 15 et 20 000 euros et que vous aurez une vieille bagnole avec des sièges défoncés, avec une télématique inexistante, avec une
qui est super si c'est un véhicule de collection, si demain vous avez le gouvernement qui dit ah messieurs, dames à qui j'ai promis une voiture à 100 €, eh ben je vous ai fait une voiture du pauvre et vous... Je pense que ça va pas bien se passer. Ça va à peu près aussi mal se passer que si les mêmes politiques disent ah je vous ai trouvé une voiture formidable, j'en importe des containers de Chine et puis je vais virer tous les ouvriers des usines françaises pour qu'on puisse rouler à l'électrique. Je pense que c'est à peu près la même chose. Donc le rétrofit c'est génial et le rétrofit c'est génial surtout au niveau réglementaire parce que c'est une vraie ouverture vers la durabilité. C'est-à-dire que quand les règlements qui ont été faits fin 2019, début 2020, ont permis de faire cette opération. Ça a permis de rendre possible réglementairement des activités comme les nôtres, c'est-à-dire que de prendre des véhicules et de rénover ces véhicules pour les remettre à un niveau d'utilisation qui n'est pas celui pour des pauvres gens qui n'auraient pas les moyens de faire autre chose, mais quelque chose pour des gens qui ont vraiment envie de faire de la mobilité électrique dans des conditions tout à fait raisonnables. Donc le principe du rétrofit est génial, c'est absolument génial pour faire de la voiture de collection, c'est absolument génial pour faire de l'utilitaire ou du camion, puisque ce sont des véhicules qui ont structurellement des valeurs résiduelles importantes. Par contre, si c'est pour essayer de rénover des véhicules avec des valeurs résiduelles extrêmement faibles, c'est pas ce qu'on fait. Je peux compléter du point de vue du financeur. L'idée du rétrofit elle est bonne, mais le juge de paix reste la valeur résiduelle. Je regarde Benjamin parce qu'il connaît ça par cœur. À partir du moment où quand on rétrofit une voiture, on lui donne une valeur résiduelle suffisante qui permet de la financer sur une durée correcte à un tarif intéressant, on est dans le vrai. Si on n'y arrive pas, c'est que ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à donner une valeur suffisante au client pour qu'il achète ce type de véhicule. Voilà, c'est la valeur clé. Et ce que j'aime bien dans ce que fait leur moto, mais il y en a d'autres qui font peut-être des choses équivalentes, c'est qu'on prend la voiture et on lui donne un certain nombre d'éléments qui lui redonnent une durée de vie suffisante pour que sa valeur résiduelle perdure. Et dans ce cas-là, on peut la financer et la rendre très accessible. Voilà, c'est ça le juge de paix. Tout ce qu'on peut faire en rétrofit qui va faire perdurer la valeur résiduelle de la voiture, c'est bénéfique. Surtout si elle est électrique. Voilà. Et c'est le difficile challenge du rétrofit. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé aujourd'hui la martingale. Moi, j'ai connu beaucoup d'entreprises qui ne l'avaient pas encore trouvée. Mais je souhaite de tout cœur à leur moto de la trouver. Bonsoir, merci pour tous ces échanges. J'avais une question sur l'impact de l'allongement de la durée d'usage du véhicule sur l'appétence au design des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est sur une industrie automobile qui n'est peut-être pas encore aussi rapide que la Fashion Week, mais qui vit au rythme des changements de design réguliers. Là, on est sur des durées beaucoup plus longues. Donc, est-ce que dans les roadmaps et la vision produit de leur moto, il y a un souhait de renouveler l'attention via des upgrades dont vous parliez tout à l'heure? Donc, là, on peut répondre à cette question sur la mode, mais sur plein d'autres choses, qui est l'efficience, etc. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de notre approche d'architecture par composants, qui permet dans une certaine mesure de faire ça. À quoi ça ne répond pas? Ça ne répond en aucun cas à un effet de mode. Tiens, regarde la nouvelle calandre que j'ai faite. Maintenant, j'ai fait des stries dans ce sens-là. Avant, il y avait des stries dans ce sens-là. C'est vraiment génial. Et j'ai rajouté des morceaux de plastique à l'intérieur et tout. C'est juste pas notre créneau. Et donc, nous pensons que nos clients, on pensait, à vrai dire, quand on a commencé à faire le projet, c'était dans notre petite tête. Aujourd'hui, on est sûr que ce n'est pas que dans notre petite tête et que c'est quelque chose. Est-ce que même ça va perdurer, cette idée-là? J'en suis absolument pas certain, mais je me garderais bien de tirer des plans sur la comète. J'y connais rien. Donc, en tout cas, ce n'est absolument pas notre créneau. Et les gens aujourd'hui à qui nous parlons, ce sont des voitures, ce sont des gens qui veulent faire de la mobilité électrique, non pas parce que c'est mode, mais parce que ça rend leur vie quotidienne possible et parce que c'est cool. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu l'occasion, et on vous invite, on est à Lisieux, au cœur de la Normandie, vous venez quand vous voulez, vous venez faire un tour de leur moto. Sébastien Rollo a l'habitude de dire il y a un truc, j'ai du mal à vous expliquer le truc, mais ça doit être plus ou moins neurologique. C'est quand un gars il monte dans une leur moto, il y a les lèvres qui se mettent à faire comme ça et tout, parce qu'il pensait. Voilà. Et donc,
l'effet de mode, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Par contre, ce qui est très important, c'est le plaisir de la mobilité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons conserver. Et ce dont nous sommes certains chez Leur Moto, c'est que nous sommes des exhausteurs du plaisir de la mobilité. C'est démontré chaque jour. Bonsoir. Donc vous avez développé votre offre sur une plateforme de Twingo 1. Est-ce que vous avez envisagé de le développer sur des véhicules plus grands, avec des mobilités plus longues, comme par exemple des VUL? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est très très focus sur un véhicule segment A qu'on veut amener à 100 € par mois avec un très haut niveau de confort, de sécurité et d'attractivité. Ça doit nous prendre quelque chose comme 20 heures de travail par jour avec passion, avec tous les gens qui sont autour de nous. Et je dois avouer que cette question très légitime, on nous la pose souvent et on répond juste, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on n'a pas eu le temps de se la poser. On va d'abord s'occuper de tenir les promesses que nous avons faites et puis après on va... Après, je suis absolument certain que ce n'est pas la question que vous posez. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent poser la question du « Ah bon, puis vous ne faites pas des SUV, donc est-ce qu'un jour Leur Moto fera des bagnoles de 2,5 tonnes pour rouler à Paris ?» Donc ça, je peux vous garantir non, parce que je me suis bien gardé jusqu'à maintenant de parler de nos valeurs et des choses qui nous émouvaient et qui nous faisaient nous lever le matin. Mais soyez certains que ce n'est pas le plaisir de trimballer 2,5 tonnes de ferraille à 1,82 m de haut dans les rues de Paris. D'autres questions? Je peux en poser une dernière. Une question à vous deux. On a un véhicule, vous l'avez mis en avant, Franck, très, très attractif, très accessible. Et pas que pour des raisons économiques, aussi pour ses prestations de produits roulants, on va dire. Et puis je regarde aussi Vincent qui est le financier un peu dans l'histoire, mais qui connaît extrêmement bien les mobilités. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas aussi moyen de résoudre un peu l'équation du problème de la rentabilité des modèles de car sharing qu'on voit dans les villes, etc., qui fonctionnent, qui s'étendent, mais qui ont du mal à trouver leur point d'équilibre au niveau économique? Je peux commencer, c'est aussi un de mes métiers. Le car sharing, il a démontré son attractivité et son besoin. Les grandes opérations d'autopartage en ville, elles ont, dans une ville comme Madrid, 600 000, 700 000 clients, c'est-à-dire quasiment 20% de la population adulte. La difficulté de ces modèles, c'est le rapport entre le prix de la mobilité et le prix des voitures. Donc oui, des solutions comme celle de Leur Moto ont un rôle à jouer dans cet équilibre-là, un rôle certain. Ça ne sera pas le seul paramètre, mais ça peut être un des paramètres pour résoudre l'équation. Et c'est une équation que moi j'ai très envie de résoudre parce que quand on voit l'attractivité de ce genre de modèle, le besoin auquel ça répond, ce que ça permet de faire, parce qu'une voiture en autopartage en ville, ça remplace probablement, sans rentrer dans les débats, entre 5 et 10 voitures particulières qui n'ont plus besoin de stationner sur le bitume. Donc on a envie de le faire et je compte aussi sur des solutions comme Leur Moto pour permettre à un moment donné de le faire de manière économique. Là, on va le faire, nous, dans un contexte beaucoup plus rural, beaucoup plus sociétal, avec une envie très très forte de le faire réussir. On regardera aussi des solutions comme celle-là, parce que si elle permet, avec des autonomies suffisantes qui répondent aux besoins, d'aller chercher des véhicules plus abordables, on sera aussi dans des prix plus abordables et on aidera aussi davantage. Voilà. Donc oui, ça peut aider. Merci Vincent. Merci beaucoup pour cette question qui est une des rares qui me met mal à l'aise. Parce que, comme le disait Vincent, le besoin il est absolument évident. Et nous, on a un petit problème. On parle de durabilité. Et toutes les expériences qui ont été faites en France tentent à démontrer aujourd'hui que si vous proposez à quelqu'un un véhicule sur des durées très courtes, c'est-à-dire s'il y a une servicisation totale de la proposition, le véhicule n'est pas respecté. Or, nous, l'équation de la durabilité,
elle induit de façon absolument incontournable le respect du véhicule. C'est une des raisons pour lesquelles nous disons nos véhicules doivent être des véhicules toujours au top. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous savons comment faire en sorte que ces véhicules soient respectés alors qu'on va les prendre juste pour aller faire une petite teuf un vendredi soir? Nous ne savons pas. Donc, une chose est sûre, c'est que dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne ferons pas de car sharing, que nous sommes et que nous avons des relations avec un certain nombre d'opérateurs de la mobilité qui nous disent est-ce que vous pouvez nous proposer des leurs motos pour faire du car sharing? On leur dit oui, mais attention, attention, parce que si les voitures sont dégradées, nous, ça casse notre modèle et ça casse aussi l'engagement moral que nous tenons à avoir clairement et qui s'exprime d'une façon... Il y a plusieurs personnes qui sur notre stand, là, depuis 48 heures qu'on est là, sont venus vers nous et nous ont dit ah mais il y a un problème avec la location, c'est que si jamais il y a une petite griffure sur la carrosserie, on va me demander 1000 balles en plus. Et nous, on leur dit la voiture que vous allez avoir en location, elle ne sera pas neuve, donc il est possible qu'il y ait une petite griffure, ce qui fait que si vous la rendez avec une autre petite griffure, hein, ben il n'y a pas de problème. Et le contrat qui nous unira sera très clair sur ce sujet-là. Par contre, si vous avez écrasé votre cigarette ou vomi dans le cendrier, là, ça colle plus. Et donc, l'engagement moral qui existe entre l'utilisateur du véhicule et celui qui s'engage à lui fournir le service, qui est peut-être juste une question d'honnêteté, est quelque chose d'absolument fondamental pour que la durabilité, dont nous parlons depuis bientôt 1 heure, soit quelque chose de réellement fonctionnel et exprime toutes ses vertus, vertus sociales, écologiques, économiques et techniques. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vincent, Franck, merci à tous. C'est la fin de cette table ronde. Merci Clément.